Lutter contre les fausses nouvelles, les rumeurs ou les théories du complot, c'est l'une des priorités de l'invité du Grand Angle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Bronner. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, professeur à Paris Diderot, vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle les croyances collectives et en particulier des croyances ou des fausses nouvelles véhiculées par Internet. Vous avez déjà publié une dizaine de livres, une douzaine je crois, notamment L'Empire des croyances en 2003. Alors c'est un livre qui va ressortir en édition de poche au mois de septembre. Exact. Et puis La démocratie des crédules, c'était en 2013. Alors vous venez de signer avec le dessinateur Krasinski Crédulité et rumeurs aux éditions du Lombard. D'abord, à qui s'adresse ce livre qui est en fait une BD? Oui, c'est une BD. Et donc, évidemment, comme toutes les bandes dessinées, ça s'adresse officiellement de 7 à 77 ans. Mais pour être tout à fait honnête... Aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà, à tout le monde, j'espère. Et pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que j'ai accepté ce projet, quand même en tête de s'adresser prioritairement aux adolescents. Et pour quelle raison? Parce que précisément, les adolescents sont ceux qui s'informent le plus par rapport aux autres classes d'âge sur Internet, plutôt que, excusez-moi, par la télévision, par la presse ou la radio, et sont aussi ceux, et ça c'est plus inquiétant, qui croient le plus facilement ce qu'ils peuvent lire, notamment sur les réseaux sociaux. Et Internet, c'est, on va dire, c'est l'empire des fausses nouvelles, l'empire des rumeurs, l'empire des théories du complot. Eh bien, c'est tout Internet. C'est le meilleur et le pire. C'est le bon. Par exemple, Wikipédia, c'est une source souvent assez fiable. Si vous voulez vous intéresser à la physique quantique, par exemple, c'est une source plutôt fiable d'informations. Mais le problème, c'est qu'on y trouve aussi le pire. Et la vraie difficulté, c'est que le pire est parfois plus visible que, par exemple, l'orthodoxie de la science. On songe, par exemple, à la question des vaccins, qui est très préoccupante. Vous en parlez dans le livre. Voilà, qui est mondialement préoccupante. Notamment l'hépatite B. Absolument. Et en France, ça pose particulièrement problème. Donc certains disent en fait que l'hépatite B, ça donne la sclérose en plaques. Voilà, par exemple, c'est une des théories qui est développée à propos de ce vaccin et de beaucoup d'autres. Et on a là une vraie progression, c'est démontré. Les théories du complot progressent et génèrent éventuellement une abstention vaccinale qui peut créer des morts. Par la rougeole, par exemple, on le voit par l'actualité récente. Une fausse nouvelle ou une rumeur, c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose, parce que d'abord, une rumeur peut être vraie, après tout. Une rumeur, c'est ce qui n'est pas confirmé officiellement, alors que une fausse nouvelle, elle est fausse par définition, mais elle peut se diffuser de façon intentionnelle, c'est-à-dire malveillante, mais, et c'est ça le plus problématique, souvent, elle se diffuse de façon non intentionnelle, non malveillante, simplement parce que les gens la croient vraie. Ouais. Et alors, les théories du complot, c'est encore quelque chose d'un peu différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit que quelqu'un nous ment, c'est ça? Une théorie du complot, c'est tout simplement une théorie qui se propose sur le marché des idées, par exemple sur Internet, et qui prétend contredire une version, on va dire, officielle d'un fait historique ou d'un fait d'actualité. Une version qui fait le consensus des commentateurs, des journalistes, des historiens. Et elle prétend le faire, cette version alternative, en supposant que les faits sont en fait créés, en quelque sorte, par des groupes secrets et malveillants qui veulent, par exemple, contrôler le monde. Alors, quelles sont les théories du complot les plus fameuses? Vous en parlez de quelques-unes, des protocoles des sages de Sion, par exemple, qui est une des plus connues dans l'histoire. Il y a aussi le 11 septembre que vous évoquez. La plus fameuse et la plus meurtrière, si je puis dire, elle a existé bien avant Internet. C'est en effet, par exemple, les théories du complot antisémites. La Deuxième Guerre mondiale s'adosse en partie à des mythologies mortifères de cet ordre. Et aujourd'hui, alors il y a toutes sortes de théories du complot. On parle des Illuminati, mais par exemple, incroyable mais vrai, la théorie de la Terre plate ressurgit. Et évidemment, si la Terre était plate et qu'on nous dit qu'elle est ronde, c'est le fait d'un complot des scientifiques, de la NASA, de ceux qui prétendent avoir marché sur la Lune, etc. etc. Une théorie de la Terre plate qui est partagée par un nombre très important des Américains aujourd'hui. Je pense que, très honnêtement, ça reste encore minoritaire, heureusement, mais en effet, des personnes très visibles comme des basketteurs, des footballeurs professionnels, et même une thèse a failli être soutenue, une thèse de physique en Tunisie, pour défendre cette thèse. Heureusement, les rationalistes de ce pays se sont mobilisés et empêché la soutenance de cette thèse ridicule. Les rumeurs, les fausses nouvelles, vous diriez qu'il y en a plutôt plus qu'avant, ou ça a toujours existé? Ça a toujours existé, premièrement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces propositions intellectuelles étaient souvent confinées dans des espaces de radicalité, par exemple politique ou religieuse. Et aujourd'hui, elles ont essaimé dans l'espace public grâce, disons, à la structure même d'Internet. Pour deux raisons. Premièrement, parce que sur Internet, ça permet aux groupes les plus actifs, les plus volontaires, et souvent ce sont les croyants, de donner à leur point de vue une grande visibilité. Et tout à coup, cette visibilité, elle peut troubler des jeunes esprits, par exemple les adolescents, qui peuvent se laisser tenter. La deuxième raison, et c'est un article de Science, de la revue prestigieuse Science, qui vient de paraître il y a 2 mois, qui montre que les fausses nouvelles se diffusent 6 fois plus vite que les vraies.
en quelque sorte, ce qui est très inquiétant. Oui, ça, vous en parlez dans le bouquin. Absolument, c'est parce que, tout simplement, elles sont plus séduisantes. Ouais. Elles vont dans le sens du fonctionnement de notre cerveau. Elles flattent, en quelque sorte, les pentes les plus obscures de notre cerveau. Et c'est un peu à cela que notre bande dessinée répond. Vous dites aussi que, finalement, Internet, en fait, renforce ce qu'on croit déjà, ce qu'on sait, ce qu'on croit. Et oui, c'est le fameux biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, on va chercher plutôt des informations qui nous mettent dans une sorte de confort. Et là aussi, c'est pas Internet qui a inventé ça, mais plus il y a d'informations disponibles, plus c'est facile de le faire, d'autant que les algorithmes nous y invitent. N'est-ce pas? Nous savons que les algorithmes nous enferment, en quelque sorte, dans une fréquentation intellectuelle du même. Si vous achetez un livre sur ce site, on va vous proposer des livres qui ressemblent à celui que vous avez acheté. De même pour les séries télé, de même pour les réseaux sociaux. Et peu à peu, dans cet océan d'informations, eh bien, nous nous enfermons dans une position, en quelque sorte, d'insularité, ce qui est un peu paradoxal. Alors, vous avez évoqué l'antisémitisme. C'est vrai que les fausses rumeurs, les fausses nouvelles nourrissent le racisme, l'homophobie ou l'inverse. C'est le racisme et l'homophobie qui nourrit la fausse nouvelle. Alors ça, c'est absolument démontré maintenant. La science a beaucoup avancé depuis que je me suis posé ce genre de questions. Vous avez parlé de l'empire des croyances. Et on sait maintenant qu'il y a une corrélation nette entre les théories du complot et la radicalité politique, qu'elle soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est vrai aussi pour le djihadisme, c'est des questions que j'ai un peu étudiées. Tous les complotistes ne deviennent pas, heureusement, des terroristes ou des fanatiques, mais en revanche, on trouve peu de terroristes djihadistes qui ne sont pas en même temps complotistes. Et les théories du complot, là aussi, elles se multiplient ou elles existaient aussi déjà par le passé, comme elles les rumeurs? existaient bien sûr par le passé, mais elles se diffusent beaucoup plus vite, n'est-ce pas? J'ai pu calculer, par exemple, que pour prendre le cas de Charlie Hebdo, où il y a eu beaucoup de théories du complot, le jour même des attentats de Charlie Hebdo, il y avait plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot, alors qu'auparavant, il fallait attendre des semaines, voire des mois, pour qu'émerge une théorie alternative. Oui, vous en parlez, par exemple, de l'attentat de Charlie Hebdo, la fameuse photo, enfin le film de la voiture. Vous dites que la théorie du complot montrait que les rétroviseurs de cette voiture n'étaient soi-disant pas les mêmes à deux moments. Oui, tout à fait. Et vous dites qu'en fait, c'était simplement l'intensité de la lumière qui faisait changer. C'était des rétroviseurs qui étaient chromés, et selon l'endroit où était prise la photo, on avait l'impression qu'ils étaient blancs parce qu'illuminés par le soleil, ou au contraire sombres. Et bien voilà, et si vous voulez, la disponibilité des photographies, des vidéos que permet aussi Internet, elle augmente, je dirais, l'empire de l'imaginaire, du possible. Et avec l'imagination du pire, on peut faire dire tout ce qu'on veut au réel. Et évidemment, les gens s'amusent de plus en plus à cela, en particulier les jeunes gens. Et bien tout à coup, on se met à y croire pour de vrai. Et c'est ça le problème. Vous parlez des jeunes gens, mais est-ce qu'il y a vraiment on pourrait dire des professionnels de la fausse nouvelle, de la manipulation? Bien entendu. Ce qui m'intéresse en tant que sociologue, ce ne sont pas ceux-là. Parce qu'évidemment, ceux-là ont des intérêts politiques, géopolitiques à diffuser des fausses nouvelles. Il y a effectivement des entreprises volontaires pour tromper. On en a parlé par exemple dans la campagne électorale aux États-Unis en 2016. Ça, c'est un fait avéré, et en particulier pour la campagne française. Il est avéré qu'il y a eu des attaques de bots malveillants venant notamment de Russie. Je ne dis pas que c'est le gouvernement russe, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, nous pouvons le savoir précisément parce que les traces qui sont laissées par ces bots ne sont pas des traces humaines. On voit qu'un être humain n'interagit pas comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, cela vous intéresse moins? Cela m'intéresse moins parce qu'il n'y a pas de mystère sociologique. Si vous voulez, c'est très intéressant, il faut y faire très attention. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux, mais il n'y a pas de mystère sociologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment des individus qui sont exactement comme moi, pas plus bêtes que moi, arrivent à croire des choses incroyables, en quelque sorte. C'est ça le mécanisme psychosociologique qu'il faut résoudre quand on veut faire de la science. Comment vous l'expliquez alors? Eh bien précisément parce que, par exemple, ces propositions, elles ne sont pas si irrationnelles qu'on le croit. Elles sont fausses, mais elles sont fondées sur des arguments séduisants. Et justement, le travail qu'il faut faire, plutôt qu'essayer de démentir pied à pied chacune de ces rumeurs, parce qu'on n'en finit pas, c'est d'apprendre aux jeunes esprits, c'est exactement ça le but de la bande dessinée, à penser sa propre pensée, c'est-à-dire à ne pas tomber dans la glu de ces propositions intellectuelles, dans le caractère tentant. Vous savez, le corps, par exemple, il aime bien le sucre et la graisse, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour votre corps. Il faut manger un peu, mais pas trop. Et bien pour l'information, c'est pareil. On aime les informations spectaculaires, les informations qui nous font peur, les informations qui nous donnent la haine, en quelque sorte. Et si on se laisse aller à cela, eh bien, on tombe bientôt dans ce que j'ai appelé la démocratie des crédules. Alors, on pourrait dire justement que la réponse à la crédulité, c'est l'éducation, c'est la culture. C'est la meilleure réponse, c'est la réponse qui est la moins liberticide. Il faut absolument que l'éducation nationale en France et dans les autres pays, puisque vous avez une antenne internationale, se saisisse de cette possibilité, de ce défi auquel nous confrontent les fake news, les fausses nouvelles, les rumeurs. C'est-à-dire apprendre aux jeunes esprits
le fonctionnement de leur cerveau, comment fonctionne leur cerveau, pourquoi leur intuition est quelquefois vraie, mais pas toujours vraie. Quelquefois, nos intuitions nous conduisent à faire des erreurs, disons, sévères. On en donne de très nombreux exemples dans cette bande dessinée. En quelque sorte, il faut leur apprendre à faire leur déclaration d'indépendance mentale. Est-ce que vous pensez que cette discipline est déjà, est déjà reprise par l'éducation nationale, au programme des écoles ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, j'en sais quelque chose, je suis les choses de près, j'essaye de convaincre l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale actuel, qui est, je dois le dire tout à fait honnêtement, très ouvert à ces questions. Mais moi, personnellement, on ne me paye pas en monnaie de singe. Les promesses de Gascon, j'en ai beaucoup reçues. Donc j'attends de voir sur pied si on avance sur ces questions. Pour l'instant, il ne s'est encore rien passé à ma connaissance. Alors ce qui va se passer, c'est peut-être une loi. Est-ce que c'est une bonne idée de répondre par la loi, comme en France, il y a une loi en discussion pour lutter contre les fausses informations? Écoutez, la loi telle qu'on peut la connaître, telle qu'elle est discutée, ne me paraît pas du tout convaincante. Elle est d'une certaine façon sous-dimensionnée par rapport à ce problème, car c'est un problème civilisationnel, n'est-ce pas? Et on sait que cette loi va être, disons, elle est écrite pour viser les périodes préélectorales. Oui. On comprend que ce sont des périodes sensibles et un État a le droit de se défendre contre des attaques étrangères pendant les périodes électorales, ça c'est tout à fait compréhensible, mais elle est très sous-dimensionnée par rapport au problème et en même temps elle est un peu liberticide. C'est-à-dire que la façon de définir les fausses nouvelles, eh bien effectivement c'est un peu inquiétant pour la liberté d'expression. Donc je pense qu'il y a eu une confusion entre vitesse et précipitation dans cette affaire. Tout le monde n'a pas été consulté sur ces questions. Je ne sais pas comment cette loi elle était pensée, mais mon diagnostic il est plutôt sévère, elle a été mal pensée. Merci Gérald Bronner. Je signale d'ailleurs que ce livre Crédulité et rumeurs est sorti dans la collection La Petite BD Tech des Savoirs. C'est une forme, on peut dire, de que sais-je en BD. Absolument. Pour ceux à qui ça dit encore quelque chose. Merci beaucoup Gérald Bronner d'être venu en parler.